La suite du Grand Direct, et c'est souvent à l'occasion de drames que l'on pose malheureusement des questions de fond, celle par exemple de la place que doivent occuper les journalistes sur les terrains de guerre et de conflit. Le Mali en est le dernier exemple avec l'exécution de 2 journalistes français hier après avoir été enlevés par des hommes armés dans la région de Kidal. 2 journalistes sont présents sur ce plateau pour en parler, 2 journalistes qui fréquentent justement ces théâtres à risque que sont donc les pays en guerre. Je salue Yoraï Liberman, bonsoir Yoraï. Bonsoir. Et Stéphane Amar, bonsoir, bonsoir Stéphane. Vous travaillez tous les deux pour des médias, que ce soit ici en Israël ou des médias européens. On va écouter tout d'abord une réaction suite donc à ce drame qui a concerné 2 journalistes de Radio France Internationale, la réaction du secrétaire général de l'association Reporters sans frontières, Christophe Deloire. D'habitude, dans ce genre de régions dans lesquelles il y a des groupes armés, des milices, les journalistes sont évidemment pris à partie, sont parfois pris en otage, en échange de rançon ou de demandes de rançon, ou avec des revendications à caractère politique. Mais là, il n'y a pas d'autre message, manifestement, que celui de tuer, et donc d'intimider, d'asséner ce message. Ne venez pas. Mais c'est les populations sur place qui subiront des exactions si des journalistes ne sont pas là pour rapporter les faits. Alors les journalistes sur place, évidemment, n'empêchent pas, par leur présence, que des exactions soient commises, mais il n'y a rien de pire que les trous noirs de l'information, parce qu'à huis clos, peuvent être perpétrés toutes sortes d'actes, sans témoins extérieurs. Alors justement, donc, faut-il continuer à couvrir ce qui se passe dans des pays où la sécurité n'est visiblement plus assurée pour les journalistes? Stéphane Amar, votre sentiment, on va partir de ce drame du Mali, mais on parlera évidemment d'autres pays que vous avez fréquentés tous les deux. Est-ce que vous avez l'impression que le Mali aujourd'hui, et notamment cette région de Kidal, est devenu un endroit où peut-être la presse n'a plus sa place, ou est-ce qu'il faut continuer à y aller? Moi, je pense que la question de savoir est-ce qu'il faut continuer à y aller, finalement, c'est une question très personnelle qui dépend de chaque journaliste. Les rédactions, en général, les grandes rédactions ont une politique assez claire sur le sujet. C'est de ne pas forcer leurs journalistes à y aller, voire d'interdire, par exemple, comme c'est le cas de la Syrie, où après toute une série d'enlèvements, de meurtres de journalistes, on a estimé bien qu'il fallait décourager, en tout cas, ceux qui voulaient y aller. Maintenant, ceux qui y vont et qui ont le courage d'y aller, eh bien, il faut bien sûr être derrière eux, les remercier finalement, comme le disait Christophe Deloire, d'empêcher qu'il y ait des trous noirs de l'information, puisque quel que soit l'endroit de la planète, on doit savoir, de mon point de vue, ce qui se passe. Et encore une fois, il faut laisser chaque journaliste, selon sa conscience, selon son courage, pour décider s'il doit y aller ou non. Yoraï Liberman, quand ça devient trop risqué, comme là, visiblement, le Mali, il faut continuer quand même à y aller? Moi, je pense qu'il faut continuer d'y aller parce que c'est les informations qui sortent des journalistes indépendants, elle est très importante. Et comme on sait tous, aujourd'hui, il y a des différentes informations qui sortent des régions de guerre. Et comme on a bien vu au début de la guerre en Syrie, qu'il y avait des images qui sont sorties, des activistes, des gens qui ne connaissent pas exactement leur intérêt derrière les images, comment c'était monté, etc., etc. C'est bien de regarder ce genre d'images, mais c'est très important, à mon avis, d'avoir des journalistes indépendants sur le terrain. Et c'est surtout, où je suis d'accord là, c'est de soutenir ces genres de journalistes et qu'ils ont le courage d'y aller et les soutenir, que les médias le soutiennent. Le soutien et avec des commandes, avec des rédacteurs en chef derrière, avec tout un système. Et une protection militaire, à votre avis? Est-ce qu'il faut une protection militaire dans certains pays, comme là par exemple au Mali? Est-ce qu'on peut travailler maintenant sereinement seul ou c'est trop risqué? Et je suis un peu partagé avec le fait d'avoir une protection militaire parce que à la fois, oui, ça nous aide d'arriver dans des endroits où on peut travailler qui normalement on ne peut pas travailler. En même temps, une fois on est protégé, ça veut dire qu'on est intégré dans une unité, ça veut dire qu'il y a des choses cette unité ou l'armée avec laquelle on est, ils ont l'intérêt qu'on ne le voit pas ou qu'on ne sort pas. Donc l'indépendance dans ce genre de situation, je pense qu'elle est aussi en danger. Et Stéphane Amar, votre avis là-dessus? Oui, puis on voit mal, dans certains cas, comment est-ce qu'on peut travailler sous escorte militaire. Bien évident que c'est très limité. Ça se fait beaucoup avec l'armée américaine. Ça se fait, oui, effectivement, sur certains théâtres, pour couvrir un certain type de reportage, mais quand il faut aller au contact, par exemple, des acteurs, finalement, de ce conflit, qui sont parfois des chefs terroristes, je ne pense pas qu'on puisse arriver avec un militaire derrière soi. C'est déjà parfois difficile de gérer son fixeur, c'est-à-dire la personne
qui est censé vous conduire, assurer la traduction, etc. Donc si en plus on doit s'ajouter un militaire, ça me semble très peu réaliste. Ce que je voudrais dire, c'est que le danger, il existe, il est plus ou moins important selon les théâtres, mais il y a un facteur aussi extrêmement important dans le métier de journaliste, c'est le facteur chance. Il y a un journaliste que j'admire beaucoup qui est décédé il y a une dizaine d'années qui s'appelle Richard Kapuscinski, qui est un peu l'Albert Londres des temps modernes et qui a passé une grande partie de sa carrière en Afrique, d'où il a ramené plusieurs livres. Et quand on lit son livre, quand on lit ses reportages, on s'aperçoit qu'il a pris des risques inouïs, qu'il a été confronté à des situations extrêmement difficiles, qu'il est passé à de nombreuses reprises à 2 doigts de la mort. Et il est mort dans son lit en Pologne tranquillement. Donc je pense que c'est encore une fois partie intégrante du métier de journaliste, cette prise de risque. Et une fois qu'elle est prise en compte, qu'elle est surtout assumée, qu'on n'est pas forcé à aller sur un terrain d'opération, je pense encore une fois, comme on l'a dit, qu'il faut soutenir derrière ces journalistes. On a vu aussi, parce que si on prend l'exemple de la Syrie, on a vu que, bon, effectivement, vous le disiez tous les deux tout à l'heure, on ne peut plus y aller, enfin, en tout cas, plus aucun journaliste n'essaye apparemment de s'y rendre, mais maintenant la formation est relayée par quelqu'un qui, de Londres, lui, fait le décompte de ce qui se passe ou donne l'information. Donc c'est vrai que l'information n'est plus la même là aujourd'hui. Ça, c'est un peu un problème, Yoraï. Et à mon avis, c'est un grand problème qu'il n'y a pas de vrais journalistes sur le terrain. Je pense qu'en Syrie, il y en a encore des journalistes qui prennent beaucoup de risques pour y aller. Et il faut dire qu'ils ne sont pas toujours soutenus par les médias. C'est très souvent des jeunes journalistes qui voudraient tenter leur chance et arriver dans un terrain un peu difficile comme ça pour prouver quelque chose à la presse d'aujourd'hui. Et toute la situation, elle est très délicate. Et je pense que ces jeunes journalistes sur le terrain, c'est eux qui risquent le plus. Parce qu'ils ont très peu de connaissances, très peu d'expérience. En même temps, ils ne sont pas soutenus et dans une façon globale sur une commande, sur une période, mais c'est juste, on l'achète en pigiste, quelque sorte. Et donc, ça veut dire que les médias ne prennent pas la responsabilité sur ces gens-là. Et cet risque, il est vraiment très important. Et pour la question, je pense qu'il y a des journalistes indépendants comme Laurent van der Stok qui a ramené des images et des témoignages et des vidéos des gens qui étaient touchés par l'arme chimique Donc on peut en Syrie. avoir aujourd'hui, même en Syrie encore, une information qui soit un peu indépendante, entre guillemets. Oui, il y a des francs-tireurs, effectivement. Il y a des gens qui s'y rendent leur risque et péril. Et effectivement, souvent, leur travail est précieux. On l'a vu aussi, paradoxalement, dans le cas de ce journaliste italien qui a été pris en otage en Syrie pendant 4 mois. Mais son témoignage, à lui seul, le témoignage de cette captivité, dit beaucoup de choses sur ce qui se passe en Syrie. Donc, il est à cet égard bien plus précieux que ces fameuses images qui nous parviennent, d'où on ne sait pas trop où, de qualité souvent médiocre, qui sont utilisées par les uns ou par les autres. C'est le cas, par exemple, des massacres à l'arme chimique, dont on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc, effectivement, il y a un intérêt, évidemment, à avoir des journalistes sur place. Aujourd'hui, vous-même, est-ce que vous seriez prêt à aller dans des pays où c'est quand même très compliqué? Il y a des moments où vous dites, non, là, je ne peux pas prendre ce risque-là. Ça vous est arrivé, Yoraï? Et ça m'arrivait tout le long de cette dernière moment dans tous les pays arabes, ce qu'on appelle... Parce que pour un journaliste israélien, ça doit être évidemment très compliqué. Vous arrivez parfois à travailler dans des pays arabes ça... Et oui, ça m'arrive, mais pendant toute cette période, ni en Syrie, ni en Égypte, et tous ces endroits-là étaient compliqués. Mais après, comme on a parlé tout à l'heure, de faire partie d'une unité militaire comme je faisais en Afghanistan. Comme je disais, après ça devient compliqué parce que vous êtes engagé avec une unité, etc. Mais c'est très compliqué aujourd'hui. Mais on pense au risque. Quand on part comme ça, on pense au risque ou pas? On pense d'abord à faire son métier? Et c'est mélangé. Il y a bien sûr, on pense des risques, mais ça fait partie des métiers. C'est des choses qui, je pense, fondamentalement est important, et en même temps on a tous peur, on a tous des moments très difficiles quand on couvre des situations comme ça, c'est clair. Stéphane Amar, est-ce qu'il y a des endroits où vous dites là il ne faut pas y aller, ou est-ce que ça vous est arrivé de dire là peut-être Oui, enfin moi en général je vais dans des endroits où il y a un gouvernement, c'est-à-dire où il y a quand même un ordre installé, où on sait, où il y a une ambassade de France qui fonctionne, où on sait qu'en cas de pépin on pourra quand même être secouru. La fois où j'ai eu vraiment peur, ou le plus peur en tout cas, c'était en Égypte pendant la Révolution, parce que là on était entre deux ordres finalement, c'est-à-dire qu'il y avait cet ordre de Moubarak qui est en train de s'effondrer,
viendrait quelque chose d'autre qui allait prendre la relève. Donc effectivement, il y avait un moment extrêmement dangereux pour les journalistes. J'ai beaucoup de confrères qui ont d'ailleurs été finalement capturés, enlevés par la police, qui ont été maltraités. Et à ce moment-là, quand j'ai senti qu'effectivement, il n'y avait plus vraiment de maîtrise et qu'en tout cas, les forces de l'ordre n'étaient plus chargées de maintenir l'ordre, mais au contraire d'opprimer les journalistes, les oppresser, là, j'ai quitté le pays. Je pense que par rapport à la plupart de mes collègues, je suis quelqu'un de plutôt prudent. Je lisais tout à l'heure avant de venir, par exemple... Vous pensez qu'il y a des têtes brûlées, beaucoup ? Oui, quelqu'un disait, là j'ai oublié son nom, un journaliste, que lui, il allait en Irak, en Afghanistan, etc., parce qu'il n'avait pas d'enfants, il n'était pas père de famille, et puis il avait quelque part le goût du risque. Moi, je suis père de famille, donc c'est des choses aussi qu'on prend en compte, évidemment, quand on doit se rendre quelque part. Et en même temps, si on ne prend pas 1 million de risques, on ne fait pas grand-chose d'intéressant. Donc j'avoue que j'aime aller aussi sur ces terrains-là, j'aime aller dans les territoires palestiniens, j'aime aller en Jordanie, en Égypte, parce qu'on y voit quand même des choses qui valent le détour quelque part. Et est-ce que vous avez l'impression qu'être journaliste aujourd'hui, on peut être, comme l'a dit le ministre français tout à l'heure, une cible, c'est-à-dire être visé expressément parce qu'on est journaliste, ce qui s'est passé sans doute au Mali hier? Ça vous est arrivé aussi de ressentir ça? Pas personnellement, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a c'est un vrai risque d'être visé comme journaliste, en étant journaliste, parce que il y a des différents groupes avec des différents intérêts. On sait très bien qu'il y a un journaliste derrière, il y a une compagnie avec de l'argent. Donc parfois c'est pour de l'argent, parfois c'est pour le pouvoir, pour libérer des terroristes, pour libérer des gens qui sont arrêtés. Donc je pense qu'on risque beaucoup plus aujourd'hui. Ouais. Oui, alors comme je vous le disais, c'était une cible, clairement, les journalistes pour Moubarak. D'ailleurs, ça l'est redevenu. Il faut savoir, même si ce n'est pas très politiquement correct de le dire, qu'il était beaucoup plus facile de travailler en Égypte sous les frères musulmans que sous les militaires. C'est très difficile sous Moubarak et ça redevient très difficile maintenant avec les militaires. Même de rentrer une caméra en Égypte, de filmer dans la rue, ça devient très compliqué. Alors que les frères musulmans avaient une politique plus libérale de ce point de vue-là. Maintenant, effectivement, les journalistes sont une cible et une cible facile, puisqu'on le disait, ils se promènent souvent comme ça avec Mais qu'est-ce que ça apporte, à votre avis, par exemple, à ces Maliens, là, hier, qui ont, ces groupes islamistes qui ont certainement donc exécuté ces 2 journalistes? Il y a plusieurs hypothèses qui circulent aujourd'hui. Une affaire de rançon. Moi, je pense qu'il y a vraiment par-dessus tout une haine farouche, féroce de l'Occident, qui s'exprime de toutes les manières possibles, et y compris par le meurtre et l'assassinat barbare d'innocents. C'est aussi votre avis, vous qui êtes israélien en plus, Yoram, vous estimez que peut-être à travers vous, c'est aussi le pays qu'on vise si on vous veut du mal? Je pense que ça peut être fait comme ça, et je pense que c'est une sorte de barbarisme sans vraiment une raison de tuer certainement des journalistes. Et je pense que c'est une haine de base vers les occidentaux. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que la Syrie, par exemple, pour prendre le pays qui évidemment focalise beaucoup l'attention, le fait de ne plus avoir vraiment d'informations indépendantes, ça change ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème lié au manque d'informations, ou est-ce qu'on pourrait finalement se contenter de témoignages de civils qui envoient parfois maintenant des vidéos ou des témoignages sur Internet? Je pense qu'en tout cas, ça empêche de se faire une idée de ce qui se passe vraiment là-bas. Ça doit arranger, j'imagine, le pouvoir d'Assad, bien qu'il ne soit pas le seul, finalement, on se rend compte, à commettre des exactions. Mais en tout cas, globalement, cette répression, elle n'a pas de visage. Mais surtout, ça empêche de démêler, finalement, cette situation qui est extrêmement complexe. On n'y comprend pas grand-chose. Pour ça, je parlais de ce témoignage de l'Italien qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé, parce qu'on comprend mieux un petit peu quelles sont les forces en puissance. Il ne savait pas, et ça, il explique qu'il était vendu d'un groupe à l'autre, qu'il y avait différents types de djihadistes, certains qui étaient carrément des hommes d'argent, et puis d'autres qui étaient beaucoup plus idéologues. Et ça, effectivement, ça manque, puisque s'il y a quelques francs-tireurs, comme on disait tout à l'heure, des vrais journalistes, j'allais dire, des journalistes qui vont apporter une réflexion, qui vont donner vraiment de la matière, eh bien, hésitent beaucoup à rentrer en Syrie. C'est normal, et donc ils couvrent ce conflit à travers des intermédiaires qui vivent ailleurs, ou si c'est dans la région, au Proche-Orient, ou carrément en Europe ou aux États-Unis. Donc on perd beaucoup, évidemment, en information. Moi, je pense qu'en début de ce conflit syrien, comme vous savez, vous vous souvenez, c'était vraiment l'inconnu. On ne savait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Tout ce qui a sorti, c'était vraiment des informations, pas des journalistes indépendants. En fur et à mesure, plus des journalistes sont entrés, on a pu comprendre plus qui sont les opposants.
et les différents groupes d'opposition, etc., etc. Donc je pense que c'est très important d'avoir des journalistes indépendants sur des terrains de guerre. Votre prochain reportage, c'est quoi là? Tous les deux, il reste 1 minute là. Vous avez prévu d'aller dans un endroit un petit peu chaud? Non, c'est tranquille. A priori, peut-être. Remarquez, je voudrais faire une enquête là sur ce qui se passe autour du Mont du Temple, de l'esplanade des mosquées. Ah oui. On dit que c'est le prochain dossier chaud ici dans la région, mais bon, il se trouve que c'est à 500 mètres de chez moi. Voilà, oui, mais c'est quand même un endroit très agité. Yoraï, vous avez prévu d'aller dans quel... J'ai prévu de faire un reportage en Cisjordanie sur la construction des colonies. Bon, là aussi, ça peut aussi être agité. Faites attention à vous. Merci à tous les deux, Stéphane Amar, Yoraï Lieberman, d'être venus témoigner, évidemment. On salue la mémoire de ces deux confrères assassinés au Mali, donc, par des groupes armés. Hier, donc, de journalistes français. Le Grand Direct continue dans une dizaine de minutes. On parlera de l'Iran avec l'invité du Grand Direct, Alex Greenberg. À tout à l'heure, nouveau journal à venir.